Salut à tous les fans de Disney qui me regardent. Habituellement sur ma chaîne je parle de K-pop, mais mes deux plus grandes passions dans la vie c'est K-pop et Disney, donc je suis obligée de faire une vidéo sur Disney. Et aujourd'hui on va parler des Disney, des scènes dans les Disney qui m'ont le plus traumatisée. J'ai toute une liste ici, elle est bien longue. On va commencer avec du soft, des petites scènes en gros qui me faisaient peur ou qui me rendaient triste, alors ça m'a pas traumatisée, mais bon ça me faisait quand même un petit quelque chose et en étant adulte quand je les revois j'ai quand même un petit truc quand même. Déjà dans La Belle et la Bête, je sais pas pourquoi cette scène me faisait peur parce que c'est une bête de genre 2,50 m, je sais pas quelle taille elle fait, mais elle est juste immense cette bête. J'avais pas peur. Par contre, quand la bête, qui s'appelle Adam, renvoie Maurice chez lui, il le jette dans un truc, je sais pas comment ça s'appelle, bref, où il y a comme 4 pattes qui sortent et qui se déplacent pour ramener Maurice chez lui. Ça me terrifiait. Une espèce d'araignée à 4 pattes qui bouge toute seule, qui ramène Maurice chez lui. Ça me terrifiait. Alors je sais pas si au montage je vais pouvoir vous mettre des images par rapport aux droits d'auteur parce que du coup c'est chiant. Mais je vais essayer de vous en mettre quand même un petit peu, ou du moins des photos pour que vous puissiez voir de quoi je parle, mais je pense que vous l'avez. Ensuite pareil, pas un traumatisme mais ça me faisait un peu peur, c'est dans Aladdin, quand la tête de tigre sort du sable comme ça. En plus c'est fait en 3D, contrairement au reste du film qui est en 2D, donc ça rajoute un côté un peu plus réaliste, un peu plus creepy, surtout que c'était le début de la 3D. Donc je sais pas, cette tête de tigre juste énorme, la bouche qui s'ouvre, enfin la gueule plutôt peut-être, qui s'ouvre, franchement ça me terrifiait. Wall-E, ça me faisait un peu peur dans le sens où j'avais peur que l'histoire de Wall-E, ce soit notre futur. J'avais peur qu'on détruise tellement la planète qu'on finisse comme ceux dans Wall-E. Ça me donne pas envie hein, comme futur. Bon, ça m'a pas plus marqué que ça, mais ça me faisait quand même un peu de la peine, même carrément de la peine. C'est Nemo, ça commence quand même... Corail et tous les bébés se font bouffer. Il n'y a que Nemo qui survit. Ça commence quand même par une famille qui est détruite. Ça commence bien, ça fait 2 minutes que le film il a commencé, puis déjà ça va pas. Donc ça m'a toujours fait un petit truc, parce que Nemo je le regardais tout le temps, je le connais par cœur ce film. Mais voilà, c'est cette scène de début où ils sont déjà bouffés, enfin... Toy Story, j'ai bizarrement pas été traumatisée par Sid. Alors ça me mettait un peu mal à l'aise le personnage et sa chambre, mais en soi ça va. Par contre Toy Story 3, je trouvais l'histoire de Lotso hyper triste, même si je déteste ce personnage et que je l'ai toujours détesté. Je trouvais son histoire vraiment triste. Et le pire c'est l'incinérateur là. Quand les jouets se retrouvent dans l'incinérateur, cet enfoiré de Lotso, il a été sauvé par Woody et Buzz. Il a l'occasion d'avoir une rédemption, d'appuyer sur ce bouton pour sauver tout le monde. Il le fait pas. Quelle enflure, pour rester poli, parce que j'avais un autre mot en tête qui commence par an. Ils se retrouvent dans l'incinérateur en fait, et tu vois qu'ils essayent de remonter par instinct de survie en fait, et ils se rendent compte que ça sert à rien. Du coup ils sont là, et ils acceptent leur sort, ils se tiennent la main, ils ont les yeux fermés, ils acceptent leur sort. C'est horrible comme scène du coup, parce que tout est horrible et eux ils sont là, ils acceptent leur sort. Après ils ont pas trop le choix entre guillemets que de l'accepter, mais quand même c'est horrible. Heureusement que les aliens sont là pour les sauver, mais franchement, ouais, ça me faisait toujours un petit malaise. Alors là j'étais plus grande quand c'est sorti, donc j'ai pas eu peur comme quand j'étais gamine ou quoi, hein, mais vice versa. C'est super triste en fait. Riley clairement elle fait genre une dépression, enfin ça va pas. Et la scène où elle retourne chez elle après avoir fugué, enfin après avoir voulu fuguer, et qu'elle pleure et tout, enfin c'est super triste comme scène. Donc ça me faisait quelque chose quand même, enfin ça me fait quelque chose à chaque fois, et ce film, vice versa, il est juste incroyable, je l'adore, c'est l'un des meilleurs pour moi, mais voilà, ça m'a pas traumatisée parce que j'étais déjà grande, mais quand même. Et Coco, super triste aussi, très très beau, vraiment génial, mais triste de fou. Et quand il chante avec son arrière-grand-mère, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Coco, c'est le film qui m'a fait le plus pleurer de tous les films. Celui-là et Tous en scène 2. Pas un Disney, mais Tous en scène 2 au concert, là, quand il chante avec les Calloway, là, qui voit sa femme. Oh, je pouvais pas. Cette scène, je peux pas. Mais pour en revenir du coup à Disney, Coco, c'est... Cette scène, elle est trop... Elle est trop... elle prend trop d'émotions, quoi. Alors, ce film-là, j'ai beau avoir été adulte quand je l'ai regardé la première fois, j'avais quoi, 21 ans, je crois? Ouais, 21 ans ou 22 ans peut-être. Je crois que j'avais 21. Bref, on s'en fout. Parce que c'est un film qui est sorti dans les années 40, en 49 je crois. Donc c'est un vieux film, les dessins de l'époque rajoutent quelque chose. Je l'ai vu en étant adulte, ça m'a quand même fait flipper. Enfin, c'est quoi ça? C'est Le Crapaud et le Maître d'école. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez rien raté. Franchement, je vous déconseille de le regarder. C'est nul, pardon, hein, mais c'est éclaté au sol. Donc on a deux histoires mélangées en un film. On a au début, donc comme le titre l'indique, un crapaud qui, je sais plus, il est accusé d'avoir volé une voiture, un truc comme ça. Il a un procès du coup. Et en fait, c'est des animaux qui parlent, sauf que les humains, ils parlent avec les animaux. C'est-à-dire que son procès, c'est des humains qui lui font son procès au tribunal. C'est très malaisant, je trouve, très 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 malaisant.
Et la deuxième partie, c'est, comme son nom l'indique, un maître d'école, Ishabod, qui est censé être beau gosse, toutes les filles sont à ses pieds. J'ai pas envie de juger sur le physique, hein, mais bon, voilà, voilà. Et donc, à la soirée d'Halloween, il y a un mec qui est clairement une version ratée de Gaston, même si La Belle et la Bête est sortie bien après. Pour moi, c'est Gaston version Wish, clairement. Et donc, il raconte l'histoire du cavalier sans tête dans la forêt, à la recherche d'une nouvelle tête, un truc comme ça. Ishabod, il va avec son cheval dans la forêt, et il se fait attaquer par le cavalier sans tête. Tout est terrifiant, la musique, le côté sombre, le rire d'Ishabod quand il a peur de se faire attaquer, il se rend compte qu'au final, il n'y a rien qui se passe. Le rire est bizarre, il est faux. Le cheval, le pauvre, il a rien demandé, moi j'avais de la peine pour ce cheval. Putain, le cavalier sans tête qui arrive, tout est terrifiant. Il n'y a rien qui va, il y a des screamers, rien ne va, et à la fin, le cavalier sans tête, il balance la citrouille sur Ishabod qui explose du coup. Et à la fin, on voit plein de morceaux de citrouille et le chapeau d'Ishabod, et on nous dit que on n'a jamais retrouvé Ishabod. Donc le cavalier qui est à la recherche de nouvelles têtes a sûrement pris la tête d'Ishabod. C'est glauque. C'est glauque de fou. Et du coup, j'étais mal à l'aise. Là. Oh purée, rien que de penser, j'ai des frissons. Enfin, c'est malaisant, c'est glauque. Alors quand t'imagines, tu vois ça alors que t'es enfant, mais tu fais des cauchemars jusqu'à la fin de ta vie. Maintenant, on va rentrer dans le plus dur. On va parler de scènes qui m'ont vraiment traumatisée. Parce que là, j'ai parlé des scènes qui m'ont un peu marqué dans le mauvais sens, mais ça va. Là, on va parler de traumatisme d'enfance, clairement. Là, on va rentrer dans le dur. Complètement con, mais là-haut, quand il est sorti au cinéma, on avait été le voir. Et il y a la scène où Kevin se fait kidnapper et il y a du feu partout. Et avec ma sœur, et surtout ma sœur, ça nous a terrifiés, et encore plus ma sœur. Et du coup, là-haut, on l'a pas revu avant longtemps. Et on l'a revu là, il y a quelques mois. Et on s'est dit, mais il est incroyable là-haut, il est incroyable, il est génial. Franchement, on a kiffé de ouf, alors que on était en mode, non, là-haut, je veux pas le voir, trop un traumatisme, alors qu'on l'a vu qu'une fois. Volt, qu'est-ce que c'est que ça? Je le regardais tout le temps quand j'étais gamine avec ma sœur. Pourquoi regarder ça tout le temps? C'est déprimant de fou. Il n'y a rien qui va. Et moi, ce qui m'a traumatisé, c'est à la fin, quand il revient voir sa maîtresse, elle l'a remplacé, enfin du moins lui, il croit qu'elle l'a remplacé, par un autre chien qui lui ressemble. Et du coup, lui, il a le cœur brisé, clairement, il est très malheureux de voir ça. Et il lui sauve la vie parce qu'il y a le feu et tout. Il aboie dans les trucs, je perds les mots. Les bouches d'aération, du coup les pompiers l'entendent. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Et je regardais ça tout le temps. Je dis, j'étais pas bien. Ça va pas. Hein. Ça me brisait le cœur et même encore maintenant, ça me brise toujours le cœur. J'ai même pas envie de le voir en fait, Volt. Je peux pas le voir parce que tout ce qui est maltraitance animale, tout ça, bon, il est pas maltraité, Volt, hein, dans le film, mais tout ce qui est maltraitance animale, ça me touchait énormément. Et il est pas maltraité, mais le voir triste, je peux pas les chiens, on touche pas aux chiens. En parlant de pas toucher aux chiens, La Belle et le Clochard, la scène où ils sont dans la fourrière et qu'il y a les chiens qui pleurent. Non, non, ça c'est pas possible. Bon, après, un chien peut pas pleurer comme ça, mais quand même, enfin, c'est triste. C'est si triste. Je peux pas. Je peux pas. Bernard et Bianca aussi, c'est un petit. Enfin, traumatisme avec un grand mot du coup, mais c'est sombre, c'est glauque. Cette gamine, elle a abandonné. Elle est là, tout est triste en fait. T'as deux petites souris qui viennent la sauver. Il y a des crocodiles qui font flipper. La méchante, elle est tarée. Son homme de main, il est débile. La petite, elle fait trop de la peine. Enfin, il n'y a rien qui va quoi. Et c'est si sombre, c'est pas très coloré. C'est très sombre. Et là maintenant, on va attaquer dans le dur du dur, le vrai dur. Tu vois, genre là, on va parler des scènes qui m'ont vraiment traumatisée, que même adulte, je peux pas les voir. Vraiment, ça me déchire le cœur, ça me fait de la peine, ça me fait peur, ça me met mal à l'aise. Je pourrais limite en faire des cauchemars alors que j'ai 25 ans. Ça m'a traumatisé. Genre là, le terme traumatisé, bon, il est toujours exagéré, mais il est beaucoup plus adapté que pour les scènes dont j'ai parlé avant. Je commence en douceur avec La Fée Clochette 4. Alors si vous n'avez pas vu les films de La Fée Clochette, c'est une honte parce qu'ils sont incroyables, ils sont sous-cotés mais de fou. Et La Fée Clochette 4, donc elle rencontre sa sœur qui est une fée d'hiver, et les fées d'hiver et d'été, automne, printemps, enfin bref, les fées, on va dire, du chaud et les fées du froid sont séparées parce que forcément en fonction des saisons ça va pas. Si tu vas en hiver alors que tu es une fée d'été, tu peux te briser les ailes, tu peux plus voler, enfin ça va pas du tout. Et donc le roi d'hiver et la reine d'été, je vais les appeler comme ça du coup parce que c'est la reine Clarion et je sais plus, j'ai complètement oublié. Mais bref, eux, ils disent à Cristal et à Clochette que même si elles sont sœurs jumelles, il faut
les séparer parce que c'est pour leur bien, c'est par rapport à leurs ailes, etc. Et il raconte une histoire qui est que, il y a longtemps, il y a une fée d'hiver, une fée d'été qui sont tombées amoureuses l'une de l'autre, qu'ils allaient toujours se voir à la frontière, et au bout d'un moment, bah, ils ont traversé et tout, forcément, hein. Et la fée d'hiver s'est brisée les ailes et peut plus voler. Et depuis, ils ont tous les deux fait passer cette loi qui fait que on peut plus passer de l'autre côté. C'est comme ça. Et on nous fait comprendre que la fée en question qui s'est brisé les ailes, c'est le roi d'hiver. Et que sa copine, du coup, fée d'été, c'était la reine Clarion. Et qu'ils ont, d'eux-mêmes, alors que c'était leur histoire d'amour, décidé de on se voit plus jamais. Enfin, je trouve ça hyper triste parce que c'est des gens qui sont amoureux l'un de l'autre et qui, par la force de la nature, sont obligés d'être séparés, qui font passer eux-mêmes une loi pour se séparer. Il faut avoir beaucoup de force psychologique pour faire ça. Et j'ai trouvé ça trop triste. À la fin, au moins, ils finissent ensemble, et ça, j'ai trouvé ça bien. Mais ce côté, tu vois, triste quand tu te rends compte que c'est lui, le monsieur avec l'aile brisée dont on nous parlait avant, tu fais. Et quand tu vois le regard de la reine Clarion, tu fais oh non. Ça m'avait fait pleurer quand j'étais petite, et même maintenant, quand je la revois en étant adulte, ça me fait un petit pincement au cœur. Et la fée Clochette 6, c'est quoi ça? C'est le dernier qui est sorti, la créature légendaire, déprimant, déprimant, déprimant. C'est trop mignon, c'est trop touchant, on s'attache à cette bête, il est adorable, il est trop mignon, c'est Grognon son prénom, il est adorable, Noah elle est mise en avant, bien mise en avant, et ça fait du bien du coup parce que je l'adore. Et à la fin, elle doit se séparer de son animal, parce qu'il dort pendant 1000 ans, donc Noah elle sera plus là dans 1000 ans. En gros, ils vont plus jamais se revoir. Bah c'est bien bien triste. Donc ça, c'est un petit traumatisme aussi. Maintenant, mes grands traumatismes d'enfance, la mère de Bambi. Bon, forcément, hein, on est en train de regarder le film, des animaux tout mignons qui broutent de l'herbe, c'est mignon, c'est rigolo, et puis elle se fait buter. Puis t'as Bambi qui est en mode « Ah maman, t'as vu, j'ai gagné et tout !» Et son père, il arrive et fait « Ta mère est morte. Je me casse maintenant. » C'est quoi le bail en fait derrière? Pourquoi la mère de Bambi, elle avait rien demandé, ce chasseur de brins là, qu'est-ce qu'il voulait lui en fait? C'est vraiment triste, c'est vraiment glauque en fait, c'est pourquoi faire ça. Mais il y a une scène dans Bambi qui m'a limite encore plus traumatisée et personne n'en parle à chaque fois. Il y a 3 oiseaux, ils se cachent bah, du chasseur, hein, et il y en a un qui panique et qui s'envole et qui se fait buter sous les yeux des 2 autres. Et personne n'en parle jamais hein, de cette scène-là. Parce que tout le monde retient que la mort de la mère de Bambi. Moi, j'ai limite été plus trauma par ces oiseaux. Et à la fin, il y a un feu de forêt, tous les animaux ils s'enfuient, tout le monde panique, tout le monde court hors du feu. Ça, c'est un traumatisme. Cars, dans le premier, à la fin, quand ils font la course, quand ils sont 3 à faire la course, il y a l'autre enfoiré là qui fait causer un accident. Tu vois la voiture qui s'envole, qui fait des tonneaux. T'as l'impression que, après, quand il est tout seul au milieu de cette fumée, que il est clairement brisé, enfin son âme est brisée avec sa carrosserie. Enfin, c'est horrible à voir. Tu vois vraiment que, ok, physiquement, il est brisé, tu vois psychologiquement aussi, et c'est horrible. Et le fait que Flash ne passe pas la ligne d'arrivée, qu'il s'arrête juste avant, il aurait pu passer la ligne d'arrivée et après aller le chercher. Non, non, non. Il se freine juste avant la ligne d'arrivée, qui est encore plus symbolique en fait. Et après, il va aider le gars. Et je trouve ça trop touchant. Les nouveaux héros filment sous-côté la mort de Tadashi. Évidemment que c'est un traumatisme. Il va pour aider le professeur Callaghan. Ça explose sous les yeux d'Hiro qui est complètement impuissant. Ensuite, il y a les funérailles, enfin, c'est déprimant. Mais c'est même pas ça pour moi le pire. C'est après, plus tard dans le film, quand Hiro il pète un câble et qui dit à Baymax que Tadashi est mort. Baymax lui répond bah non, Tadashi est ici. Donc Hiro crie encore plus non, il est mort. Et Baymax lui dit non, il est ici. Et il lui montre des images de Tadashi qui testent Baymax, les premières images de la création de Baymax, avec Hiro qui pleure et c'est hyper hyper touchant. Mille et une pattes maintenant, je l'aimais bien quand j'étais petite parce que bon, c'est des insectes un peu barges, tu vois, c'est un peu marrant. Je l'ai revu en étant adulte, il est malaisant je trouve, je le trouve vraiment malaisant comme film. J'étais pas très à l'aise, je l'ai pas trouvé fou, j'ai trouvé ennuyeux, j'ai pas aimé. Mais quand j'étais petite, je le regardais beaucoup. Et il y a une scène, je ne saurais même pas vous la décrire, mais c'est au début du film, dans la fourmilière. Les fourmis se font attaquer par les sauterelles. Et il y a la princesse, là, le bébé fourmi. Et il y a une sauterelle, une vieille sauterelle, complètement... ça va pas chez elle, genre un peu comme un zombie, en fait. Je sais plus, je crois qu'il est attaché et tout. Et ils menacent les sauterelles, hein, ils menacent les fourmis. Et pour ça, ils prennent le bébé fourmi, ils le mettent comme ça, ils le tendent comme ça devant la fourmi complètement tarbée, là, l'espèce de zombie, un truc, bref, un truc pas humain. Enfin, après, c'est des sauterelles, donc c'est forcément pas humain. Mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire, un truc pas, ouais, pas du tout humanisé. Et il veut, genre, attaquer le bébé fourmi, quoi. Genre, il est à ça
de la bouffer, t'as la fourmi qui hurle, t'as toutes les autres fourmis qui sont en mode oh purée, malaisant. Malaisant. Faudrait que je vous retrouve l'image, mais malaisant, mais de fou quoi. Maintenant, la princesse et la grenouille, Docteur Facilier, un méchant hyper charismatique, hyper stylé, un très très bon méchant Disney. Mais cette enflure à la fin, il a tué Ré, la luciole qu'on aime bien, qu'on aime pendant le film, qui n'a rien demandé à personne. Il l'écrase. Et après, du coup, Ré, il meurt devant les yeux des autres, qui sont impuissants, qui peuvent rien faire. Il y a ses funérailles, il y a toute sa famille qui est là. Tout le monde qui pleure, c'est déprimant, il n'y a aucune couleur, il y a une musique déprimante. Ça, c'est un traumatisme. La première fois que je l'ai vu, je m'en souviens, il écraserait, j'étais en mode oh purée, oh quel enfoiré. Bon, après, j'étais petite, hein, j'avais 9 ans, donc je parlais pas comme ça, mais ça va pas la tête. Pourquoi? Il avait rien demandé, Ré. Bon, au moins, il rejoint Évangeline. Il devient une petite étoile lui aussi. À chaque fois, ça me faisait pleurer. Je le regardais tout le temps quand j'étais gamine, la princesse et la grenouille. Et même maintenant, ça me fait pleurer parce que il avait rien demandé, il est hyper attachant, on l'adore. Il se fait tuer comme ça, il meurt en souffrant devant les autres. Il y a ses funérailles et tout. Et après, à la fin, tu vois qu'il rejoint sa petite étoile d'amour. Et en fait, ça m'a fait encore plus pleurer. En fait, ça, à chaque fois, c'est ce qui me fait le plus, tu vois, au cœur. C'est ce qui me fait un truc vraiment à chaque fois, c'est le fait qu'il rejoint sa Évangeline. Et en fait, c'est tellement beau au final, parce que tu dis purée, il est mort, c'est triste. Mais au final, c'est pour rejoindre son amoureuse. Donc en fait, au final, c'est beau. En plus, par rapport aux scènes traumatisantes de la princesse et la grenouille, les gens parlent tout le temps que de la mort de Facilier, quand il est entraîné par les esprits maléfiques, que d'habitude, c'est lui qui les contrôle. Et ben là, c'est l'inverse en fait, et il se fait entraîner dans une tombe, et il y en a plein qui disent que ça c'est traumatisant. Moi j'ai pas trouvé ça traumatisant, c'est mérité, c'est bien fait avec toutes les crasses qu'il fait à tout le monde, les horreurs, et qui tuerait, il a tué Ré. Alors j'espère bien qu'il se fait entraîner par ces ombres de l'enfer là dans sa tombe. C'est mérité comme mort. Chicken Little, c'est malaisant. C'est malaisant de fou en fait comme film. Quand je le revois adulte, j'étais purée, je regardais ça moi quand j'étais gosse. Alors je l'ai pas regardé énormément de fois, heureusement. Mais ce qui m'avait traumatisé à la fin, c'est quand le ciel, il y a des soucoupes volantes, il y a des espèces d'extraterrestres qui débarquent, franchement, ça me faisait flipper à chaque fois, genre c'est malaisant. Frère des ours, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la déprime à lui tout seul ce film. Ça commence par le frère de Kenai qui meurt. Pour venger la mort de son frère, il tue un ours, parce que son frère il est mort par rapport à un ours. Je crois qu'il tombe dans l'eau et tout. Enfin, bref, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bref, pour tuer son frère, Kenai il tue un ours. Du coup, les ancêtres, comme ils sont pas contents, ils le transforment en ours, comme ça ils voient ce que ça fait que d'être un ours. Du coup, il a peur, maintenant qu'il est devenu un ours, il a peur des chasseurs. Bah au moins il voit ce que ça fait. Donc c'est une belle leçon de vie. Koda, le petit ours trop mignon, il a perdu sa maman. D'accord. Ensuite, plus tard, on comprend que c'est Kenai qui a tué la maman de Koda. Donc il faut qu'il lui dise la vérité. Donc qu'il ait la honte, il culpabilise. Il faut qu'il dise la vérité à Koda, qui pleure, qui est déçu, qui... Et puis à la fin, il y a tous les esprits dans l'aurore boréale, c'est très très beau à voir, mais il y a l'esprit de la maman de Koda qui est là, qui vient le voir. Il y a l'esprit de son frère, et il décide de rester un ours pour prendre soin de Koda, sous les yeux de tous ses ancêtres et sous les yeux de la maman de Koda. Il n'y a rien qui va, c'est la déprime totale, tout le monde meurt, tout le monde est triste, tout le monde... Non mais ça va pas, ça va pas. Je l'ai pas regardé 10 milliards de fois non plus quand j'étais gamine. Je l'ai plus vu que Chicken Little, mais je l'ai pas regardé beaucoup de fois non plus, genre contrairement à La Princesse et la Grenouille par exemple, je l'ai pas regardé beaucoup de fois. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Parce que c'est la déprime, déprime, déprime. Franchement, c'est un traumatisme à lui tout seul ce film. Voilà, heureusement qu'il y a les deux élans un peu débiles, parce que eux au moins ils rajoutent une touche d'humour. Et là, on attaque dans le dur du dur. Là, les vrais traumatismes. Là, le mot traumatisme, il est plus qu'adapté, parce que j'ai fait la première partie en mode petit trauma, plus gros, et là on est sur le très gros trauma. Et ben là on y arrive, voici maintenant les Disney, les scènes dans les Disney qui m'ont le plus traumatisé, qui même en tant qu'adulte maintenant, je peux pas. Soit ça me met mal à l'aise, soit ça me fait encore peur, soit ça me fait trop pleurer, je peux pas les voir ces scènes. On commence avec La Belle au bois dormant. Quand j'étais toute petite, je le regardais tout le temps. Après quand j'ai commencé à grandir, genre quand j'avais 8-9 ans, c'était plus genre La Princesse et la Grenouille, Pocahontas, Mulan, des trucs un peu plus adultes, un peu plus matures on va dire. Mais quand j'étais toute petite, c'était vraiment les premiers Disney qui me plaisaient, dont La Belle au bois dormant, je le regardais tout le temps. Aurore, c'était ma princesse préférée, mais Maléfique. Alors moi, c'est pas la transformation au dragon ou Aurore qui se fait hypnotiser qui m'a traumatisée, c'est tout. Tout, d'accord? Dès que Maléfique est à l'écran, c'est un traumatisme, d'accord? Même encore maintenant en tant qu'adulte, je vois Maléfique à l'écran, j'ai envie d'aller me cacher sous mon lit, parce que franchement, elle fait flipper.
toutes les scènes avec elle m'ont tellement terrifiée quand j'étais gamine que maintenant en tant qu'adulte j'éprouve un malaise en la voyant Maléfique, genre vraiment. Pinocchio, ouais encore une fois, toute petite, premier Disney, c'est un traumatisme à lui tout seul, ce film, y a rien qui va. Déjà le début je le trouve assez long quand même. C'est un très bon film, hein, Pinocchio, je dis pas le contraire, mais le début il est long. Ça fait flipper parce qu'il y a des marionnettes, des coucous, des trucs. Il y a des trucs partout en fait qui bougent, c'est un peu flippant. T'as la marionnette qui est là, qui est vide, hein, forcément. T'as Geppetto qui prie pour que la marionnette prenne vie, enfin un truc comme ça. Terrifiant. Enfin, c'est malaisant en fait. C'est malaisant. Quand t'es petit, c'est terrifiant. Quand t'es adulte, c'est malaisant. La marionnette prend vie. J'ai toujours détesté les marionnettes. J'ai toujours trouvé ça terrifiant. Même encore maintenant, en tant qu'adulte, tout ce qui est poupée, marionnette, je peux pas. Enfin, poupée genre en porcelaine. Hein, parce que poupée genre en mode Barbie, Monster High, ça me fait pas peur. Mais oh là là, tout ce qui est poupée comme ça, je peux pas. Je peux pas. Je peux vraiment pas. Et donc les marionnettes, genre les meupettes et tout, ça m'a toujours fait flipper rien que de les voir. Je peux pas, je suis mal à l'aise. Et là, comme Pinocchio est tout gentil, tout mignon, bah ça va. J'ai pas peur de lui. Mais après, il y a rien qui va. Il y a que des méchants personnages, que des gens pleins de mauvaises intentions. L'île des plaisirs, avec le cocher, là, le barge complètement taré, qui fait du trafic d'enfants, et il les transforme en ânes pour ensuite les vendre. Ça fait flipper. La transformation en âne de Crapule, elle fait flipper. Après, Geppetto, il remue ciel et terre pour retrouver son fils, au point qu'il se fait avaler par une baleine avec tout son bateau. Enfin, il n'y a rien qui va. Maintenant, du très très dur, du haut niveau. Cette très chère Blanche-Neige. Alors, j'adore Blanche-Neige, je trouve que c'est un bon film. Je trouve que le personnage est un plutôt bon personnage. Faudrait que je fasse une vidéo sur les polémiques autour de Blanche-Neige, ça pourrait être hyper intéressant. Mais c'est un film où j'ai quand même une petite attache parce que bah, déjà c'est le premier, c'est l'histoire de Disney, c'est plein de trucs comme ça. Et voilà, puis je trouve qu'il y a quand même un fond mignon dans ce film. Blanche-Neige, elle est toute pure et innocente, elle parle avec les animaux, elle chante avec les animaux. Il y a un côté vraiment très très mignon. Moi, quand j'étais petite, je rêvais de pouvoir parler aux animaux. J'étais jalouse des personnages qui parlaient aux animaux. Genre, franchement, j'étais en mode, je veux pareil. Bon, c'est pas très possible. Mais quand j'étais petite, on me surnommait Blanche-Neige parce que j'attirais les animaux. Et encore maintenant, je les attire beaucoup, mais on m'appelle plus Blanche-Neige. Et donc, cette très chère Blanche-Neige, ça a beau avoir un fond mignon, enfin un côté mignon, le fond est très glauque. La méchante reine, elle fait flipper. Son espèce de sous-sol, il fait flipper. La pomme avec la tête de mort qui coule dessus, ça fait flipper. Sa transformation fait peur. Le chasseur, il fait peur, même si au final, il fait pas de mal à Blanche-Neige. La scène avec les arbres, avec les yeux, les branches qui attrapent Blanche-Neige, ses cris à elle aussi, enfin, terrifiant. Genre, scène de screamer, franchement, c'est horrible. C'est hyper glauque. En fait, ce qui fait peur, c'est surtout le début du film, avec la reine, on voit bien qu'elle est perchée, le chasseur, les arbres et tout. Après, ça se calme parce qu'elle est tranquille dans la chaumière avec les nains qui sont gentils, il y a les animaux, tout va bien, jusqu'à la transformation de la reine. Puis après, elle vient, elle est croque dans cette pomme. Et pourquoi tu dis oui, toi aussi, Blanche-Neige? Franchement, là-dessus, par contre, elle a été bête. Elle veut faire confiance aux gens, c'est bien. Elle veut ne pas se méfier des apparences, c'est bien aussi. C'est un beau message, mais c'est empoisonné quand même. Alors tout est bien qui finit bien, mais bon, Blanche-Neige, c'est un traumatisme. Et c'est un rapport, encore une fois, très bizarre que j'ai avec ce film, parce que dans un sens, je l'aime, et dans un sens, il est ennuyeux, hein, clairement. C'est quoi, 40 minutes de Blanche-Neige qui fait le ménage et qui chante dans la chaumière? On s'ennuie, clairement, on s'ennuie. Mais bon, c'est le premier Disney, et Pinocchio, c'était le deuxième, faut pas en demander trop. Et c'est déjà très très bien pour l'époque. Les funérailles de Blanche-Neige, c'est hyper triste. Quand la méchante reine, elle meurt, alors j'étais en mode, c'est bien fait. Ça fait un peu flipper quand même, puis il y a les vautours qui viennent la bouffer. Mais après, c'était mérité, tu vois, genre c'est bien fait. Et ça fait quand même un petit peu flipper, surtout quand t'es gosse. Et maintenant, on va parler des deux scènes qui m'ont le plus traumatisée. Alors, pas tout de suite le Roi Lion, juste après. En fait, c'est juste pour vous dire que les deux scènes qui m'ont le plus traumatisée, c'est avec un lion. C'est pas le même film, mais à chaque fois, c'est avec un lion. Et oui, parce que dans Narnia, alors oui, Narnia, c'est un film Disney, parce qu'il a été produit par je ne sais plus quelle société de production, et en même temps par Disney. Donc Disney a quand même beaucoup travaillé sur Narnia, ce qui fait du coup de Narnia quand même un film Disney, tu vois. Donc je le compte. Narnia, du coup, les enfants qui traversent une armoire magique pour aller dans un autre monde, ça c'était mon rêve de gamine, c'était de trouver l'armoire de Narnia. Franchement, je rêvais d'aller là-bas, pourtant il n'y a rien qui va, mais c'était mon rêve de gamine. Et la méchante sorcière, qui est du coup la reine de Narnia, alors que c'est censé être Aslan, le lion du coup, c'est ce fameux lion qui m'a traumatisée. Enfin, c'est pas lui, mais bref. Il y a une scène où... oh purée, c'est vieux Narnia, je m'en souviens même plus. Dans l'espèce de village, il y a une sorte de grande table, en fait, une énorme pierre, en fait, qui sert de table. Et donc la reine, elle dit à Aslan, en gros, qu'il doit se sacrifier pour le bien des enfants, parce que les 4 enfants, ils ont été envoyés pour sauver Narnia, justement. C'est une prophétie qui l'a dit, donc ils se sont dit, ok, eux, ils vont enfin sauver Narnia. Et donc, du coup, Aslan, il va, il accepte de se faire sacrifier.
Sauf qu'il se fait sacrifier, il se fait tondre sa crinière par l'autre folding, devant tous les soldats de la folding qui hurlent de joie, pendant qu'Aslan hurle de douleur. Ensuite, elle le plante pour le tuer. En plus, il est attaché, il peut rien faire. Il meurt dans des souffrances horribles sous les yeux des autres qui hurlent, et t'as Suzanne et sa sœur, c'est Lucie je crois, qui sont là, qui assistent à la scène, en pleurant, impuissantes. Trauma. Narnia, je le regardais tout le temps, c'était mon rêve d'aller là-bas, de parler avec les animaux. Mais c'est terrifiant cette scène. Je suis en mode, par contre, cette scène-là, je ne peux pas la vivre en vrai. Après, t'as le cadavre d'Aslan qui reste là, les filles qui pleurent dessus. Heureusement, il revient à la vie parce que justement, à Narnia, si tu te sacrifies, tu reviens après à la vie. Et il va défoncer la reine. Oui, défonce-la, c'est bien fait pour elle. Et à la bataille finale, tout est incroyable dans ce film, mais cette scène, par contre, c'est juste pas possible. Et maintenant, le plus gros traumatisme. Voilà, on l'a tous, hein, clairement. J'ai pas besoin de détailler. Mufasa et Simba, leur relation est trop mignonne. Mufasa, c'est un super bon père. Scar, il est jaloux, bah c'est pas notre problème, Scar, c'était jaloux. Je sais pas, tu devrais être content, tu seras jamais roi, mais c'est pas grave, hein, ça fait pas de toi une merde, hein, c'est pas grave, ça arrive, c'est la vie. Au contraire, tu peux te dire, bah tiens, je vais aider mon frère à gouverner, le jour où c'est mon neveu qui prend le relais, si je suis toujours là, et du coup pas Mufasa, je serai là pour lui. Non, il décide bah non. Je peux pas. En fait, la scène dans Narnia avec Aslan, je la passe. La dernière fois que j'ai regardé Narnia, j'ai passé la scène parce que je pouvais pas. C'est trop dur en fait pour moi parce que je trouve ça horrible. Et ça me rappelle trop des mauvais souvenirs d'enfance. Donc quand je vous dis que c'est un trauma, c'est un trauma. Bah celle-là, c'est pareil. Rien que quand je vois Simba dans le canyon et que je vois les gnous qui commencent à dévaler la pente, déjà la musique elle est horrible, elle est creepy. Mais en plus, tu les vois dévaler la pente à 90 degrés. Simba qui est juste terrifié. Rien que là, tu vois, je passe jusqu'à ce qu'il rencontre Timon et Pumba quand il est allongé, et là, bref. Donc je passe au moins 10 minutes du film quand même, mais je peux pas regarder ça, c'est pas possible, c'est trop glauque. Il fait tout pour sauver Simba, il arrive à le mettre à l'abri, il se retrouve pris au piège, il arrive à remonter, il a son frère, il lui dit Scar, mon frère, aide-moi. Et il est en mode, ah, il va m'aider. Et là, Scar, quand il lui dit longue vie au roi, et qu'il a un regard ultra malveillant, ultra flippant, Scar il fait flipper. Mufasa comprend ce qui se passe, on le voit dans ses yeux. Il se fait jeter dans le vide, il atterrit, la chute elle est violente, il se fait piétiner, du coup il meurt. On voit son cadavre, t'as Simba qui pleure. Scar il rejette la faute sur Simba, il lui dit de se barrer, puis il dit aux hyènes tuez-le. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est dur parce qu'en fait, c'est même pas Mufasa il meurt, mais ça s'arrête là. C'est on voit la mort. Petit bonus, si vous n'avez pas vu Le Roi Lion 2, déjà c'est une honte parce qu'il est très très bien. Pas aussi bien que le premier, mais il est très bien quand même. Et il y a une scène, donc Le Roi Lion 2, c'est Simba, il a eu une fille qui s'appelle Kira, et elle est amoureuse de Kovu, qui fait partie du clan ennemi, c'est le descendant de Scar, c'est pas son fils, mais c'est celui que Scar a choisi comme étant l'héritier. En gros, il lui a dit le jour où je meurs, c'est toi qui prends ma place de roi, mais Simba est revenu. Donc, sa mère Zira fait tout pour pousser Kovu à être comme Scar en fait, hein, clairement. Et Simba, il a très très peur de tout ça. Et il fait un cauchemar. Un cauchemar où lui et son père sont de nouveau sur cette falaise, accrochés comme ils peuvent. T'as Mufasa qui hurle, t'as Simba qui essaye de sauver son père, qui essaye de monter. Il voit Scar qui est en fait Kovu. Cette scène, elle est horrible parce qu'elle nous rappelle déjà le trauma du Roi Lion 1. C'est bon, cette scène, on l'a compris, elle est horrible, on veut plus la voir, et on regarde le Roi Lion 2, on nous rappelle ce traumatisme. Avec Simba en bonus, je peux pas, en fait, enfin, celle-là, elle va moins me déranger parce qu'elle dure pas longtemps, puis c'est qu'un rêve, un cauchemar du coup. Mais c'est bon, le traumatisme du Roi Lion, on l'a compris là. On l'a tous, c'est bon, passons à autre chose, merci. Tout ça pour dire que les deux scènes là avec les lions, donc Aslan et Mufasa, je peux pas. Je peux pas les voir, je les passe, c'est pas possible. Les autres, je peux les regarder, tu vois. Genre même Ré dans La princesse et la grenouille, je peux supporter de regarder la scène, je vais être triste, je vais pleurer devant, je vais verser une petite larme devant, mais je peux la regarder. Là, les deux là, je peux pas. Et encore moins Mufasa. Bah Aslan après, elle est horrible, hein, c'est clairement de la torture, donc ouais, non, je peux pas. Même s'il revient à la vie après, je peux pas. Après, dans le Roi Lion, Mufasa il meurt, mais il revient pas à la vie, mais il y a son fantôme dans le ciel, on le voit quand même. Dans le Roi Lion 2, la scène d'ouverture, c'est un peu l'histoire de la vie, mais revisitée, hein, clairement, ça s'appelle Il vit en toi, mais c'est un peu le même délire. On voit Mufasa dans le ciel. Rafiki, à un moment, il parle avec Mufasa, il lui dit je sais plus trop quoi. Et il y a du vent, il y a des feuilles qui volent vers Rafiki. Et Rafiki répond à Mufasa de cette manière-là. Déjà, ça valide la théorie de Mufasa contrôle la météo. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie, mais ça la valide complètement.
Et en plus, ça fait que Mufasa, il est toujours là. Et ben malgré ça, je peux pas. Je ne peux pas. Il revient à la vie. Aslan, Mufasa, il est toujours là, donc il est mort sans être mort. Mais je peux pas quand même. Enfin bref, tout ça, c'est du traumatisme. Mais en même temps, Disney, c'est génial. Je suis une énorme fan de Disney. J'adore ça, c'est absolument génial. Magnifique. J'aime tout en fait chez Disney parce que on a plein de messages, plein de leçons de vie. C'est super beau, c'est magnifique. Il y a toujours un fond glauque, il y a toujours au moins une scène qui fait flipper. Après, en tant qu'adulte, ça me fait pas flipper, mais par exemple, dans Vice Versa, il y a quand même une scène où elles vont dans l'endroit où il y a tous les trucs qui font flipper Riley. Quand t'es gosse, je pense que ça fait flipper. Dans Vaiana, quand elle est dans l'endroit des monstres, où il y a justement des monstres autour d'elle, ça fait flipper. Mais moi, je les ai vus, j'étais déjà grande, j'étais ado, donc moi, ça m'a pas fait peur. Donc, je les ai pas mises, mais voilà, moi, ça m'a pas fait peur. Par exemple, Mulan, il n'y a jamais de scène qui m'a traumatisée. Pocahontas non plus. Le Bossu de Notre-Dame, j'ai pas grandi avec, et franchement, je pense que si je l'avais vu gamine, ça m'aurait traumatisé, mais je l'ai vu en tant qu'adulte et je l'adore. Bref, c'est beaucoup de beaux messages et de belles valeurs et des exemples à prendre. Hein. Moi, les princesses Disney, les héroïnes Disney, parce que parmi les princesses, il n'y a pas Esmeralda ou Megara et tout, mais pourtant, elles devraient faire partie des princesses selon moi. Je les adore en fait. J'adore pas tous les Disney, mais voilà, j'adore Disney malgré les petits traumas, ça reste quand même en soi les films des beaux souvenirs. Je me souviens avoir grandi devant le Roi Lion et c'était juste génial, même s'il y avait cette scène-là. C'était génial de grandir avec le Roi Lion. Donc voilà, c'est du trauma, mais bon, trauma c'est évidemment un mot exagéré, évidemment, et ça reste super Disney. Dites-moi du coup si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous en avez d'autres suggestions? Parce que je sais que beaucoup ont été traumatisés par Rox et Rookie, mais moi j'ai pas grandi avec. Je l'ai vu en étant adulte et j'ai pas trop accroché avec le film. C'est vrai que par contre il est triste, donc je comprends. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Et à bientôt pour de prochaines aventures sur Disney, sur la K-pop, sur des sujets de société. Ça va arriver bientôt aussi, les sujets de société. Mais voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.